Ok, guys, salam alaikum. Je suis ravi de vous recevoir ici. Je suis obligé de commencer mon intervention d'abord par des remerciements. Je voudrais vraiment qu'on remercie d'abord Guylaine Bertin-Perry, qui est la personne qui est assise là-bas discrètement, qui nous a confié, enfin qui nous a donné cette salle au nom de la Fondation Deloitte, qui sont des gens avec qui par ailleurs on fait un travail assez extraordinaire sur le sauvetage du monde et sur le sauvetage des gens. Alors effectivement, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais nous en tout cas, on l'a fait notre part et on l'a fait conjointement avec des gens comme Guylaine, à qui je me dois de rendre hommage à chaque fois que c'est possible. Donc ça, c'est la première chose. Merci aussi de manière un peu plus rapide, mais non moins importante, à l'entreprise Deloitte, dont moi je peux témoigner que c'est des gens qui, même si c'est des loups, sont en train d'inventer une autre manière de faire du business avec un business, enfin, qui sont en train de démontrer, qui sont en train d'essayer de résoudre l'équation suivante. Ils sont en train d'essayer de. C'est des mecs qui sont quand même en train de réfléchir à savoir comment on peut gagner de l'argent sans trop polluer ce monde et en essayant même, pourquoi pas, de rendre ce monde meilleur. Et c'est quand même des gens qui arrivent à des résultats qui sont pour moi observateurs et un peu, entre guillemets, techniciens de ce domaine assez intéressants, les résultats. Hein. Donc voilà, ouais. Bravo à eux, en tout cas d'avoir cette réflexion et cette intention, parce que vous savez que chez nous, tout n'est qu'intention. Voilà. Alors, ces remerciements faits, donc ça c'est bien. Je voudrais remercier aussi Aude, parce que en réalité, il faut que, je ne sais pas si quelqu'un peut vous raconter, enfin je pense qu'il n'y a que moi qui peux vous la raconter en réalité cette histoire. Aude, vous savez, c'est cette espèce de personne qui arrive, vous savez, elle aura beau un jour avoir 80 ans, Aude, quand elle vous regarde avec des yeux d'enfant. Et elle arrive un jour, elle vous dit, ouais, il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un salon, il faut que le monde change. On peut pas, elle vient avec cette espèce de passion, elle vient avec cette espèce d'énergie, elle vient avec cette espèce d'intention complètement barrée de sauver le monde. Et ce qui est encore plus barré, c'est qu'elle est convaincue qu'elle va y arriver. Elle est certaine qu'elle va y arriver. C'est-à-dire que c'est juste une question de temps. Elle arrive, elle vous dit, bon, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on réunisse ça. Là. Bon. Et donc, bien entendu, comme à mon avis, tous les gens qui sont passés sur le chemin de Aude, nous avons donc cédé. On a fait ça. Et je pense que, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut que vous compreniez que ce truc-là, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas eu le boulot de Aude et des gens autour d'elle, quoi, des gens qui lui ont fait confiance, qu'elle a réussi à convaincre. Alors, l'équation de Aude, c'est quoi? C'est de dire, bon, aujourd'hui, on est au bord, enfin, on est dans une situation qui n'est pas terrible, on ne sait pas si on arrivera à faire quelque chose, mais il faut qu'on le fasse. Il faut absolument qu'on se bouge. Il faut absolument qu'on se bouge. Il faut absolument que quelque chose soit fait. C'est-à-dire que ce soit avec succès ou pas, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit fait. Et donc, du coup, quand j'ai vu, moi, qu'il y avait cette espèce de résistance, parce que moi, quand je vois des gens comme Aude, en réalité, voilés ou pas, elles me font penser à des gens comme Jean Moulin. C'est ça. Aude, c'est une résistante pour moi. Et j'avoue que l'idée de participer à une mécanique, à une bande de résistance comme ça, enfin, je veux dire, vertueuse, saine, humaine, amoureuse, humaine, avec du hub partout, franchement, je suis ravi d'en être. Alors aujourd'hui, effectivement, alors techniquement, on attendait peut-être une centaine de personnes, mais c'est vrai qu'on est une quarantaine ou une cinquantaine. Je trouve que c'est très bien. Moi, je suis d'origine algérienne. Il y a beaucoup de choses. Enfin, vous savez, vous connaissez notre fierté absolument irréductible et vous connaissez notre déviance patriotique même. Je pense qu'on peut dire ça. Déviance d'ailleurs parfaitement assumée. Mais il y a quand même un truc que nous, on a fait en Algérie qui est un peu intéressant à chaque fois qu'on commence un truc un peu fou et dont il faut se souvenir, parce que c'est un peu le legs de nos ancêtres à tous, parce que tous ces gens qui se sont battus pour... c'est tous nos ancêtres en réalité. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de... Par exemple, je ne devrais peut-être pas dire ça en public, mais je suis un grand admirateur de l'action de Mohamed V, le roi du Maroc, qui, souvenez-vous de son temps, quand il a discuté avec les nazis lui ont fait « maintenant tu vas identifier les juifs ».
Et Mohamed V, à un moment où, excusez-moi ma vulgarité, hein, excusez-moi ma vulgarité, mais c'est important, mais à un moment où tout le monde baissait son froc, Mohamed V, il regarde les nazis, il leur fait, il n'y a pas de juifs ici, il y a des trucs du roi, il y a des citoyens marocains, non, il y a des citoyens du roi, il y a des sujets du roi, ouais, voilà. Et le mec comme ça, des actes de résistance comme ça, quand on est un homme juste, est-ce que moi, je ne dis pas que je le suis, mais en tout cas je dis que j'y aspire, je dis que c'est mon ambition, quand on est quelqu'un qui aime la justice et le haqq, et c'est des choses c'est obligé de nous faire vibrer. Donc, on a des ancêtres comme ça, et c'est très bien ce qu'il a fait, c'est des choses qui ont contribué à me construire, et j'en suis fier, moi, l'Algérien, le vrai, et je le pense aussi profondément que possible. Et il y a aussi les gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Et souvenez-vous, les gens qui ont fait la guerre d'Algérie nous laissent un exemple. Ils nous laissent un exemple qui est juste colossal. Vous savez que la guerre d'Algérie, tout le tintouin que ça a fait, je veux dire, c'est parce que, bon, nous en France, ici, on a un problème avec ça, mais quand vous regardez les manuels d'histoire ailleurs, quand vous discutez avec les mecs à Harvard, à Oxford, à Cambridge de ce qui s'est passé, alors, la guerre d'Algérie, c'est un cas d'école. C'est 6 personnes qui se réunissent en fait autour d'une table, ils savent qu'ils ont que des pelles, que des pioches, que des marteaux, et ils se disent, ouais, on va attaquer des mecs avec des tanks et des avions. Eh ben, je ne parle pas de refaire la guerre d'Algérie, pas une seconde, mais ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'on décide de faire un truc qui est un peu fou, qui est un peu dingue, qui est un peu barré, qui n'a aucune chance de réussir, je pense que c'est pertinent de se souvenir de ces gars qui finalement ont réussi. Ont réussi à accroître la liberté de leur peuple. Et ça, c'est hyper important. Je ne dis pas qu'on est libéré, hein, parce qu'en fait, effectivement, le mythe, c'est de croire que on a gagné notre liberté. Non, mais je crois qu'on a passé un vrai cap. Et ça, c'est grâce à eux. Et nous, notre boulot, notre contribution aujourd'hui, c'est un peu la même. C'est de dire comment on fait progresser le truc. Comment on passe des caps. Comment on grandit. Il ne s'agit pas effectivement Si effectivement, moi j'ai appris un truc, une des choses fondamentales que j'ai apprises dans ma vie, et je l'ai appris chez les Britanniques, quand j'étais à l'école, là-bas. Et les Britanniques, ils ont une phrase qu'on a aussi en français, mais qui, je ne sais pas, pour moi, résonne plus en anglais. Peut-être parce que c'est une très jolie fille qui me l'a expliqué. Et en fait, il y a cette phrase qui dit « one thing at a time ». Chaque chose en son temps. Chacun sa contribution. La question, nous, c'est pas de savoir si on va régler le problème. La question, c'est si on va faire notre part. Alors voilà, aujourd'hui, vous faites partie des 6, des 21, des 50 qui commencent quelque chose, qui enclenchent quelque chose et qui fabriquent, en fait, si vous voulez, ce qui va fabriquer du sens et qui va augmenter la liberté, l'amour et peut-être améliorer le monde, en fait, de tous. Et ça, c'est hyper important. C'est ça, le sens, moi, de mon engagement. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je considère que ma spiritualité, c'est un truc qui est très personnel. En réalité, j'en parle jamais. Mon truc, j'en parle jamais, ma spiritualité, parce que j'ai tellement de doutes, j'ai tellement de trucs dont je suis pas sûr, j'ai tellement de choses que j'ai tellement peur de prendre des responsabilités en disant des choses qui en réalité pourraient induire les autres en erreur que finalement, j'en parle très très peu. Mais le cœur de mon engagement, c'est ça. Je ne suis pas grand-chose, je suis une poussière, une micro-poussière dans l'univers, même peut-être pas. Et comment je fais pour essayer de fabriquer du sens, de fabriquer de l'amour, de rendre ce monde meilleur? Et quand Aude vient et qu'elle nous dit « Bon, Hadj, on va réunir les gens qui, dans les quartiers, aujourd'hui, grosso modo, n'ont, en tout cas statistiquement, absolument aucune conscience du mal qu'on peut leur faire en leur faisant manger un certain nombre de choses, en leur faisant consommer un certain nombre de choses, en leur bourrant le cerveau avec un certain nombre de choses, je trouve qu'il est de mon devoir, en tant que musulman, mais aussi en tant que républicain, de faire quelque chose. Et ça, c'est hyper important. Alors, je vais vous expliquer maintenant. Donc ça, c'est le cadre général. Et c'est vrai que je me rends compte d'un truc, c'est que je ne crois pas, parce que je ne crois pas m'être jamais vraiment expliqué sur cette dimension en fait de mon truc. Parce que je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai fait. J'ai monté une boîte qui s'appelle Bionour, dont je vais vous parler, qui est en fait un exercice un peu comme ça. Et je ne suis pas certain que je n'ai jamais dit ce que je vais vous dire.
Je ne suis pas certain. Et c'est marrant parce que hier, je faisais une intervention dans un lycée où je suis dans une grosse période comme ça psychanalytique parce que hier, je parlais dans un lycée aussi de choses que je n'avais pas parlé avant. Donc voilà, profitez-en. C'est le moment du scoop. Donc ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis né à Alger. Après Alger, je suis arrivé en France, j'avais 2 ans et demi. J'ai fait toutes mes études en France. C'est-à-dire que même ma prépa, je l'ai faite dans le 93. Après, au terme d'une épopée absolument lyrique, j'ai péniblement réussi à intégrer le SCP, ce qui en soi est une histoire absolument extraordinaire. Je vous raconterai comment j'ai fait. Enfin, c'est des choses en fait qui peuvent carrément ramener des gens vers Dieu, la manière dont ça s'est produit. Donc, je finis par faire le SCP. J'ai de la chance parce que le SCP à cette époque a une espèce d'accord, d'échange avec l'université d'Oxford. Donc en fait, techniquement, je finis mes études à Oxford. Je ne suis pas diplômé d'Oxford, hein, mais je finis mes études à Oxford. Je rentre dans une salle des marchés où j'ai administrativement comme collègue un mec comme Jérôme Kerviel, que vous devez connaître. Hein, grand pilleur devant l'éternel, c'est une référence pour moi. Donc ouais, moi je ne l'ai jamais vu Jérôme en fait, mais on avait le même patron. Donc administrativement, c'était mon collègue. Et donc je rentre en salle des marchés, et pendant 4 ans, je bosse jour et nuit, c'est vraiment le cas de le dire, sur des produits dérivés complexes, sur du grosso modo, pour être très très grossier, sur du trading de produits dérivés de taux. Pour être très grossier, hein, je m'en expliquerai à d'autres si vous voulez des détails, mais très très grossièrement. Et donc au bout de 4 ans, je me dis, guys, quitte à bosser 15 heures par jour, autant bosser pour soi. L'équation, elle est assez simple, d'accord. Et en fait, c'était pas ça. En fait, c'était un alibi, ça. Vous savez, c'est les alibis rationnels. C'est quand, vous savez, ce proverbe français qui dit quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Ouais, ben moi, je me suis trouvé cette rage, quoi. Et cet alibi, je me suis dit, ouais, quitte à bosser 15 heures par jour, autant bosser pour moi. Cette espèce d'auto-alibi égoïste qui consiste à dire, ouais, non, c'est imparable, autant me bosser pour moi. Hein. Et en fait, non, je me suis menti. En fait, en réalité, quand j'ai monté Bionour, j'avais besoin d'une psychanalyse. J'avais besoin d'une thérapie. J'avais besoin de comprendre qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. J'avais cette espèce de feu à l'intérieur parce que je descends d'une famille de combattants. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma famille, ils ont tous fait toutes les guerres. C'est pas compliqué, toutes les guerres, la guerre de 14, 39, l'Indochine, toutes les guerres. On a toutes les médailles, les débarquements, on a tout fait, on connaît toutes les plages. J'ai même un oncle qui a fait un guide. Monte Cassino, c'est pas mal. Faites attention. Il y a des petits coins avec des galets, évitez, mais sinon le reste de la plage est magnifique. Et donc du coup, je descends d'une famille de gens qui se battent comme des lions depuis toujours. Et en fait, psychanalytiquement, je crois que j'ai assez souffert du fait que ma mère me prenne pour une baltringue, en fait. Parce que en fait, ma mère qui m'aime de tout son cœur, ma mère, je sais pas comment c'est, ma mère, elle est comme toutes les mamans. Maman, je peux faire caca sur la table, maman dit « Oh, ça sent bon et tout ». Enfin, maman elle-même, hein. Mais, elle me prenait pour une baltringue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, en réalité, par rapport aux légionnaires avec lesquels elle a grandi, ma mère, elle s'est fait tirer dessus, ma mère, elle s'est fait bombarder. Ma mère, il y a eu des moments de sa vie où dans son village, ils avaient massacré des gens. Elle a marché au milieu de gens qui étaient morts. Elle a passé 4 ans dans un camp de regroupement. Elle a eu le typhus. Elle m'aimait, mais elle ne me trouvait pas très courageux. Donc du coup, je crois que j'ai eu besoin de compenser en faisant toutes les bagarres possibles. Toutes les bagarres possibles. Alors bon, je me faisais rouster souvent. C'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai les stats qui étaient toujours en ma faveur. Mais alors, pour le coup, la bagarre tout le temps. Et en fait, quand je suis arrivé en seconde, mon père il m'a dit, si tu ne fais pas un bac C, parce qu'à l'époque c'était un bac C, hein, c'était l'équivalent du bac S, maths physique. Mon père m'a dit, si tu ne fais pas un bac C, c'est pas la peine, n'y va pas, repose-toi,
Vraiment, des trucs un peu comme ça, méprisants, condescendants, comme on sait très bien le faire chez nous. Vous voyez, cette espèce de condescendance maquillée en gentillesse et en bienveillance. Vous voyez, c'est le truc, t'as l'impression que chez nous, ils ont tous un doctorat en ça. Les mecs, papa, il me fait n'y va pas. Donc du coup, je fais bac C. Après le bac C, bon, j'étais piqué, je vais en prépa. Bon, après la prépa, ça finit, j'arrive effectivement comme ça. Et toute ma vie, j'ai fait la course. J'étais une espèce de bête de concours, une anecdote. Quand j'arrive en fait à la fin de l'ESCP, j'avais le mec que je connais qui était le plus fort en maths de toute ma vie. C'est un mec qui s'appelle Nordin Ramdan. Parce que moi, alhamdoulilah, j'ai été à Oxford, j'ai fait tout ce que vous voulez. Mais le mec que je connais qui était le plus fort en maths, qui était le mec qui avait une déviance, son prof de maths en maths P M', qui est l'équivalent aujourd'hui de MP étoile, son prof de maths faisait les cours avec lui. C'est-à-dire que c'était un dingo. Et alors du coup, et pourtant Dieu sait, si alhamdoulilah, la vie, elle m'a fait croiser des gens brillants, la vie, elle m'a fait croiser... Le mec aujourd'hui que j'ai vu qui était le plus fort, qui normalement aurait dû faire Ulm, mais qui a raté Ulm parce qu'en fait, il n'était pas bon en anglais. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les concours, et c'est d'ailleurs très bien, les concours, c'est plus que les maths et la physique. Si vous êtes bon que en maths et en physique, enfin bref. Et donc, je vais voir Nordin, et Nordin, qui était ma référence absolue, Nordin Ramdan, on dormait ensemble, on habitait ensemble, enfin, je veux dire, c'était mon chéri. Enfin, ne vous trompez pas, tout va bien. Et vraiment, c'était mon frère d'armes, quoi. Et je vais voir Nono, et Nono, je lui dis, Nono, lui qui était beaucoup plus dans la dimension mathématique, parce que moi j'avais fait prépa HEC, j'étais un peu encore une fois de plus la baltringue de la bande, et je vais voir Nono, et Nono, je lui fais, Nono, c'est quoi le truc le plus impressionnant en salle des marchés? Le truc le plus technique, le truc où il y a les enjeux technologiques et techniques les plus pointus. Je me souviens très très bien comme aujourd'hui, Nordin, il regarde, et il me sort, avec son petit sourire condescendant de Nedroma. Vous voyez, les mecs là qui sont tous au gouvernement en Algérie, le truc le plus pointu, c'est les produits dérivés de taux. Au moment où il me dit ça, je ne savais pas ce que c'était qu'un produit dérivé de taux. Et je lui fais, ah ouais, bah c'est ça que je vais faire. Et ça là, dans cette décision, et j'y suis arrivé, alhamdoulilah. Enfin, alhamdoulilah. Je sais pas. J'y suis arrivé. Et cette décision, cette manière de fonctionner, ça a été comme ça que j'ai fonctionné. Ça a été comme ça que j'ai fonctionné. C'est-à-dire le défi, la bagarre et tout ça. Et un jour, eh ben, je me suis dit, j'ai bien compris, j'ai pas compris, j'ai bien ressenti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'arrivais pas, j'étais en dissonance avec moi-même. Et alors attention, vous croyez que je vous parle de produits dérivés, vous croyez que je vous parle de ma carrière. Non, non, en fait, on parle de bio. On parle du cheminement. Alors, c'est clairement, parce que quand je parle de ça, les gens ils se disent, ouais, non, mais on en a rien à foutre de Nono, là, qui était bon, qui voulait faire Ulm et tout ça, mais non, de quoi il nous parle, là, en plus, Nedroma, c'est quoi? C'est une ville? Non, non, il n'y a pas de bio, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'action sans cheminement. Et ce que moi je vous dis, ce qui est hyper important, c'est que ce cheminement qui était un cheminement quasiment guerrier pour moi, à un moment est arrivé dans une impasse. C'était une impasse parce qu'à un moment tu dis, punaise, je bosse 15 heures par jour, j'étais à Londres, je vois plus ma mère, j'étais quand même le seul mec dans la salle des marchés qui appelait sa mère 2 fois par jour. Et ce qui est marrant, c'est que maman, elle m'appelait aussi 2 fois par jour. Et vous savez, dans une salle des marchés, en fait, on est tous ensemble. Et tout le monde, en fait, a les numéros de tout le monde. Et la chambrette, à un moment, quand ma mère, elle appelait, c'est « Oh, Hadj, il y a ta mère au téléphone, devant tout le monde. » Et ça, au début, ça m'énervait, mais aujourd'hui, j'en suis très fier d'avoir cette relation avec ma maman. Donc, Dieu me la garde, Inch'Allah, d'ailleurs. Et mon papa aussi, et d'ailleurs tout le monde, et vous aussi, et d'ailleurs tout le monde. Général, Amin, tout le monde, gardage global, collectif, pour tout le monde. On est tous, puissions-nous rester tous les uns pour les autres le plus longtemps possible. Et donc, ouais, j'arrive à un moment, et je suis dans une impasse. Et dans une impasse, mais vous savez, dans le fond du trou, parce qu'en fait, je ne comprends même pas ce qui se passe. Je sens qu'il y a une dissonance, je sens qu'il y a un blocage, et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à comprendre. J'ai tout plaqué et j'ai été dans le désert. J'ai récupéré les plantations de mes grands-parents.
que mes parents avaient lâché, en réalité. Et la première question, quand j'ai vu ce réel, quand j'ai vu ces trucs magnifiques, je me suis dit, mais pourquoi mes parents, ils ont lâché ça? Et c'est là où, en fait, la réponse à cette question, elle vous concerne, vous, directement. Mes parents, ils ont lâché ça parce que je pense que, très honnêtement, ils n'ont pas fait le boulot que j'ai voulu faire. Ils n'ont pas fait ce boulot d'introspection. Ils n'ont pas fait ce boulot de dire, à un moment, je suis dans l'impasse et j'en sors. Ça coûte ce que ça coûte et j'en sors. Et ils ont, du coup, renoncé à un rêve de ouf. Donc, je vois ça. Alors, il faut imaginer la scène. Hein. Le mec dans le sud de l'Algérie qui arrive, qui débarque en short, en chemise à fleurs, en mobilette. Mais c'est vraiment ça. Et j'ai des photos. J'ai des photos pour ceux qui veulent me voir en short, mais aussi pour ceux qui veulent comprendre ce que je veux dire. J'ai des photos. C'est-à-dire que moi, j'arrive là et je fais bon, nanana, bon. Et bon, la première année, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que bon, les cheikhs m'ont dit que c'était une purification. Parce que c'est de l'argent que j'avais ramené de la riba et que. Enfin, à l'époque, j'étais pas vraiment conscient. Donc, du coup, je suis reparti à poil. Et mon père m'a dit cette phrase que les Français découvrent en fait il y a 3 ou 4 mois, la phrase de Nelson Mandela. Mais mon père m'a dit, écoute Hadj, tu n'as pas perdu, tu as appris. Et souvenez-vous que Nelson Mandela, c'est nous qui l'avons formé, algérien, lui-même le dit. On vous enverra les liens. C'est important. Hein, il nous reste plus grand-chose, mais ça on l'a. Et donc mon père il me dit, t'as appris. Bon, je pars de rien. Je repars de rien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que au moment où alors, l'erreur que j'ai faite, c'est quoi? C'est que je me suis dit, on va tout faire au bled. On va acheter les cartons au bled et tout, nanana. J'ai mis les dates dans des cartons que j'avais fait au bled. Les cartons, en réalité, qui avaient été faits au bled et qui étaient très bien pour le bled. Dès qu'on les a mis en fait dans des chambres réfrigérées, les cartons ils se sont affaissés. Et donc en fait, j'ai mon premier conteneur qui s'est écrasé. Et j'ai tout perdu. Tout perdu. Alhamdoulilah. Inch'Allah. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je crois que j'ai eu 3 ou 4 mois où j'ai vraiment eu envie d'arrêter. Enfin, envie. Je ne suis pas sûr que j'avais le choix. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris tout l'oseille. Alors là, c'est marrant parce que à l'époque, le concept n'existait pas. Mais en fait, j'ai été taper les économies de mon père, de ma mère, de mon petit frère. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de peine. Parce que mes parents, j'ai pas de problème à les taper. On a l'habitude, je fais ça depuis que je suis petit. Je dis pas que c'est bien. Hein. Je dis que j'avais développé une espèce d'accoutumance qui fait que je vivais ça très bien. Vous comprenez la différence? Et en fait, mais prendre l'oseille de mon petit frère qui était en prépa à l'époque et qui avait pas une thune. Mon frère, il arrive, il me fait tiens, voilà, Hadj. Putain, ça m'a fait suer. Oh, ça m'a fait suer. Donc je vais taper son oseille et qu'est-ce que j'ai fait? Après, c'est la théorie sur les puissances de 2. J'ai acheté 3 tonnes de dattes à l'époque. Bon, alors pour le coup, j'avais compris que les emballages étaient donc j'ai refait des emballages nickel. J'ai remis ma fierté dans ma poche, j'ai été supplié qu'il fallait pour pouvoir faire ce qu'il fallait. Donc j'ai fait 3 tonnes, l'année d'après j'ai fait 6, l'année d'après j'ai fait 18, l'année d'après j'ai fait 40, l'année d'après j'ai fait 50 et on est monté, enfin là, les puissances de 2 quoi. Et donc on a fait les dates et ça s'est super bien passé. On a fait les dates et ça s'est super bien passé, alhamdoulilah. On a eu des galères de ouf, mais à chaque fois, sauvetage divin. Nombre de fois que j'ai cru que c'était mort. À la douane algérienne, j'avais une fois 20 tonnes de dattes coincées. Alors attendez, en toute honnêteté, c'était de notre faute. Parce qu'il y a un bougnoul qui m'a chargé le camion comme ça, avec les paquets comme ça. Donc en fait, quand on arrivait à l'aéroport, il fallait en fait il fallait vider le camion boîte par boîte. Et le mec, il me fait, mais et vous savez que les procédures d'exportation, elles sont basées sur des comptes, sur des trucs, et le mec il dit comment tu veux que je te compte si et donc du coup franchement c'était de notre faute. Alors on les envoyait par avion. Vous savez, c'était il y a 15 ans, c'était à l'époque où le ramadan tombait en même temps pendant que la récolte. C'est-à-dire c'est le moment où en octobre exactement. Et parce que la récolte commence en octobre et c'était le moment où le ramadan était encore en octobre. Et en fait on devait livrer Carrefour en toute urgence. En toute urgence. Et là j'arrive avec je croyais que c'était mort. Et mon père était là à Alger, mon père était là, et on va à l'aéroport, et vous savez, je me souviendrai toute ma vie de cette scène, vous savez le petit bouquin La Citadelle du musulman? Il y a une doua pour quand tu as peur d'être hagar par les autorités. Vous la voyez celle-là? Et là je fais, ouais, bon j'y vais, et franchement, alhamdoulilah,
On est tombé sur un mec, je me souviens, un douanier qui fait 1m90, plutôt sympa. Le mec, il a vu le truc, il fait vas-y, dégage, dégage, dégage. Il me signe le papier, il fait je vais quand même pas te compter tes paquets un par un, fait, dégage. On a chargé les trucs, on a livré à temps et ça s'est. Et là, ce jour-là, j'ai cru que j'étais mort. Parce qu'en fait, tu te dis déjà, au bled, quand t'es réglo, déjà t'es mort. Mais là, tu sais que c'est toi qui t'es trompé. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris en réalité que c'est pas vrai. Qu'il y avait plus de gens réglo que ce qu'on nous dit, qu'il y avait plein d'images d'Épinal, qu'il y avait du règle partout, et que, effectivement, je dis pas qu'il n'y a pas des filous et des salopards à droite à gauche, mais qu'en réalité, il y a des bonhommes partout et que c'est pas débile de compter sur eux. Je dis pas que c'est intelligent, je dis que c'est pas débile. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on fait des dates. Donc, on commence avec Bionour. On introduit l'agriculture biologique en Algérie. C'est-à-dire que parce que moi, j'ai toujours eu cette espèce de préoccupation de l'écologie. Pas parce que je suis un mec bien. Je suis un des pires égoïstes que vous pouvez connaître. Moi, si demain, il faut que je vous traîne tous par terre 200 milliards de kilomètres pour rentrer au paradis, je le fais. Je suis le pire des égoïstes que vous connaissez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, moi, je descends de Saharien. Nous, on est du Sahara. C'est-à-dire qu'on est d'une ville qui s'appelle Ouargla, qui nourrit le reste de l'Algérie depuis l'indépendance, parce que Hassim Saoud, c'est une zone industrielle c'est à 50 km. Nous vous nourrissons tous, en tout cas les Algériens. Et quand tu vois ce qui passe en contrebande au Maroc, on vous nourrit aussi. Enfin, je me comprends. Et ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que Sahraouis, en tant que gens du Sud, pour nous, l'eau, c'est vital. C'est-à-dire que ne pas préserver l'eau, ne pas préserver la nourriture, pour nous, c'était disparaître. Donc dans notre code génétique, dans notre code culturel, dans le legs que nous avons de nos ascendants, enfin de nos ancêtres, pour nous, protéger la terre, c'était juste nous protéger nous. Nous, on était en relation directe, quoi. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai un oncle qui me racontait une histoire qui était formidable. Nous, quand un enfant naît, tu lui plantes pas 10 arbres, 10 palmiers, parce qu'un palmier, ça fait à peu près une centaine de kilos en brut. Ça fait une quarantaine de kilos de dattes de bonne qualité, celles que vous pouvez retrouver chez nous, mais ça fait une centaine de kilos en brut. Mais enfin bon, même les dattes de bonne qualité ont une vraie... Enfin, ça se mange, ça a une importance nutritionnelle et tout. Donc, grosso modo, la culture chez nous, quand un enfant naît, tu lui plantes 10 arbres. Si tu fais pas ça, t'es un criminel. Parce qu'en fait, t'as pas assuré la survie de ton fils ou de ta fille. Donc nous, on avait ça. Donc moi, quand je suis arrivé, en réalité, j'ai grandi avec cette logique de rationalité, de protection de l'environnement. Une fois de plus, pas parce qu'on aime la terre et qu'on est des bobos et on aime les graines, le fromage et les pétards. Non, non, parce que nous, c'est notre survie. Et donc du coup, j'ai décliné ça à l'occidental. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis arrivé, pour moi, l'agriculture, elle est naturellement biologique. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, en fait, qui hypothèque la capacité de tes petits-enfants, en réalité, à pouvoir vivre ou survivre, tu es en réalité en infraction avec notre code génétique et avec notre code, en fait, de survie à nous. Donc, grosso modo, effectivement, bon, tu as ça dans la tête. Après, tu le déclines à commencer dans ta vie. Et pour moi, quand je suis arrivé en Algérie, c'était hyper important que c'était évident que l'agriculture serait biologique. Alors, effectivement, comme j'avais fait une bonne école de commerce, je comprenais aussi l'intérêt marketing du truc. Mais à la base, il était hors de question que je fasse autre chose. Donc, on arrive, et là, à ce moment-là, on est en 2002, et EcoCert ne veut pas venir en Algérie. Parce qu'en 2002, il y a encore du terrorisme. C'est-à-dire que c'est sporadique, c'est en réalité statistiquement endigué, le problème il est statistiquement réglé. Mais on est encore à ce moment où il y a des problèmes qui font que dans la tête des gens, c'est pas terminé. À Alger en 2002, les autoroutes sont vides au coucher du soleil. Pour vous dire le truc. EcoCert, ils n'ont pas voulu venir. Et les premières certifications qu'on a faites en Algérie, on les a faites avec Qualité France. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un mec qui s'appelait David Arnaud, qui, à l'époque, Qualité France n'avait pas été reprise par Veritas, le bouclard mondial là, de l'assurance et de la certification. À l'époque, c'était une petite association de militants, de gens qui vraiment aimaient, enfin, qui se battaient pour la cause du bio. Et à ce moment-là, je pense que, je me souviens pas bien, mais je ne serais pas étonné d'avoir carrément supplié David Arnaud de venir. Parce qu'on était vraiment, sinon on n'y serait pas arrivé. David Arnaud vient,
et on obtient la certification biologique des produits algériens. On est les premiers. On est tellement les premiers que la première fois qu'on a exporté, en réalité, les Algériens, parce qu'il y a eu, il y avait beaucoup de problèmes d'exportation, en réalité, beaucoup de problèmes de qualité dans l'exportation, et donc les Algériens, de manière absolument systématique, exigeaient dans les papiers pour qu'on exporte un certificat de fumigation, c'est-à-dire un certificat comme quoi que vos dates sont passées, ont été désinfectées chimiquement, pour éviter en fait qu'il y ait de la contamination, de la reproduction. Le problème, c'est que si nous on fait ça, on perd le caractère biologique. Donc en fait, on est tellement les premiers qu'on a été au ministère et qu'au ministère, ils nous ont fabriqué le premier certificat phytosanitaire biologique. Voilà. Donc on a réussi à faire ça. Donc on a monté ça. Et après, on a avancé. En 2004, on a eu des galères. Enfin bref. Et ça s'est bien passé. Et notre Bionour, on a pu vivre en réalité que parce qu'on était capable de faire des innovations. Parce qu'en fait, on s'est toujours battu contre des mecs 100 fois plus forts que nous. Vous pensez bien que, notamment en Algérie, les mecs qui ne nous ont pas attendus pour exporter des dates, bio ou pas. Et qu'il y a des barons dans ce domaine, qu'il y a des ministres, qu'il y a des généraux, et que, grosso modo, même si en réalité ils sont beaucoup moins dangereux que ce que les gens racontent, parce que dangereux, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, si tu les fais pas suer, en général, ils te font pas suer. En tout cas, nous, pendant 15 ans, ça a été comme ça. On n'a pu vivre que d'innovation. Donc, on a monté Bionour, qui a vécu d'innovation environnementale pendant 15 ans. Et donc, en fait, pour vous la faire simple, je ne peux pas tout vous raconter parce que ça prendrait des heures, mais on a fait des dates bio. Après, on a travaillé sur le chocolat au safran du Maroc. C'était un truc dont on est assez fiers parce qu'en fait, en réalité, malheureusement, l'idée à l'époque, c'était d'articuler en fait les excellences des endroits différents pour pouvoir fabriquer des produits un peu différents. Moi, j'ai découvert à l'époque qu'il y avait au Maroc un des meilleurs safrans du monde, si ce n'est le meilleur. En fait, parce que vous savez que parce qu'en fait, le pouvoir du safran est en réalité dans les propriétés odoriférantes du safran. Et en réalité, vous avez des indices qui déterminent le pouvoir odoriférant de certaines épices. Et en termes de cet indice, dont je ne me souviens plus du nom, le Maroc, les mecs sont parmi les... je ne dis pas les meilleurs parce que j'aime pas ça, le meilleur, on ne sait jamais. Mais donc l'idée, c'était de dire de prendre les meilleurs chocolats du monde, les meilleurs safrans et de faire un produit extraordinaire. C'était bien parce qu'on y arrivait, les gens pensaient qu'on n'y arriverait pas. On y arrivait et j'avais fait une émission sur BFM à l'époque où quand j'ai dit, je suis tombé en fait dans une émission avec la femme qui faisait le salon du chocolat depuis 20 ans partout dans le monde. Et elle m'a dit, écoutez, si vous arrivez à faire ça, on vous offre un stand. Donc on lui a fait goûter, la meuf elle a tenu parole. On a fait une grosse intervention au salon du chocolat, ça s'est bien passé. Après, pour faire simple, pour éviter, il y a eu le gros débat autour du bio halal. Alors, le débat autour du bio halal, ça a été une guerre, et c'est d'ailleurs toujours une guerre. Je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités. Là, c'est pareil, intervention du VIN, parce qu'on se bat contre des mecs qui sont juste 1000 fois plus forts que nous. Une association qui s'appelle l'OABA, qui est en fait l'espèce d'association protectrice des animaux, mais dans les abattoirs. C'est allez comprendre. Espèce de légion de Brigitte Bardot, comme ça, enfin en moins beau. Déjà qu'elle, en ce moment, c'est pas terrible, je sais pas si vous avez vu. Mais donc, en fait, on se bat contre des mecs, vous savez, c'est des mecs qui ont des hélicoptères, enfin, je veux dire, c'est du lourd, hein. Et ces gens-là, en réalité, refusent qu'on associe halal et bio. Alors, bon, pour moi, ce n'était pas un problème, hein, parce qu'en fait, en réalité, pour vous dire l'histoire, le cœur génétique de l'histoire, nous, on est dans une logique de dire qu'on valorise les produits français à l'étranger. C'est notre métier, c'est-à-dire que notre boulot, c'est la valorisation des terroirs bio et tout ça conforme. Et ce qui est hyper important, c'est qu'il faut comprendre un truc, c'est que ça fait 15 ans que les Français n'exportent plus de viande française au Moyen-Orient. Et vous savez pourquoi ? En réalité, quand vous parlez avec les mecs, tous les Saoudiens, les Qataris, les mecs, vous savez pourquoi ? Il y a 2 raisons pour lesquelles il n'y a plus de viande française au Moyen-Orient. La première, c'est parce qu'on s'est foutu de leur gueule.
Parce que les mecs, grosso modo, vous avez entendu, vous avez vu des articles sur Alkanz, les mecs, on leur envoie du poulet pas halal à la Mecque. Bon, et les mecs, ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler, les mecs qui sont dans les... Il faut les voir, les mecs. On leur a fait manger du porc à la Mecque. C'est bon, ça. Et donc, du coup, voilà, il faut savoir aussi que c'est pas possible sans des complicités là-bas. Donc, personne n'est blanc, personne n'est noir. Mais, enfin, il y a quand même des gens qui sont très noirs. Mais en réalité, on s'est foutu de la gueule des gens. Donc, les mecs, ils ont dit, ah ouais, vous foutez de notre gueule, donc du coup, on va riposter un peu, comme on dit, il y a l'expression algéroise qui dit tahtil taht, ça veut dire vous voulez jouer au con, on va jouer au con. Et donc du coup, il y a ça. Et puis après, il y a un autre paramètre qui est aussi très important et qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, la viande française, on est juste 3 fois plus cher que les autres. Vous arrivez sur le marché avec des concurrents, quand vous discutez avec par exemple les mecs, les gens qui gèrent Carrefour en Arabie Saoudite, les mecs ils vous disent, les gars, Carrefour, hein, parce que Carrefour c'est censé être de chez nous, hein. C'est quand même Carrefour, c'est un peu la famille. Hein. Enfin, quand on est dehors, c'est un peu la famille. Hein. Carrefour, les mecs ils vous disent, les gars, la viande française, vous êtes 3 fois plus cher que le Black Angus. Attendez les gars. Et 3 fois plus cher. On est dans un marché où des fois, pour 10 centimes, les mecs ils te flinguent. Hein. Là, t'es 3 fois plus cher. Et donc du coup, à tel point, le paradoxe de débile, les restaurants français à l'étranger travaillent avec du Black Angus, de la viande indienne ou de la gastronomie française, hein, pour vous dire le délire dans lequel on est arrivé, le niveau de foutage de gueule. Et là, on a des mecs dont je ne peux pas vous donner l'identité qui arrivent et qui nous disent, écoutez les gars, nous, on aimerait bien avoir de la viande française, des mecs du Golfe, on aimerait bien avoir de la viande française, si vous nous garantissez qu'elle est correctement halal, on peut y réfléchir, et donc nous, effectivement, on a mis les certificats AVS devant, donc les mecs, ça a dégonflé, parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à AVS et plein de choses, mais en tout cas, sur le halal, on n'a juste rien à leur dire. Hein, c'est quand même le sommet de la certification, même si je suis conscient qu'il y a d'autres problèmes. Mais là, quand on s'agit de dire, ouais, est-ce que ce que vous dites est formel, ce que vous dites est halal, est-ce que c'est halal? Là, on n'a pas de problème. Ils nous ont dit, bon, et dans ces cas-là, nous, on veut des viandes de très très grande qualité. Donc en fait, le bio-halal, à la base, il a été impulsé par une demande d'exportation. À la base, c'était les mecs du Golfe qui voulaient de la bonne viande française, parce qu'il y a un moment où, quand ils viennent manger des trucs en France, ils trouvent ça bon, et ils se disent, ouais, si on peut les avoir chez nous, pourquoi pas? Donc les mecs, ils nous disent, si vous êtes un opérateur un peu sérieux, discutons avec vous. Et c'est de là que c'est parti. Et donc nous, on s'est dit, bon, bah, dans ces cas-là, on va faire du bio-halal. Je veux dire, il est où le problème? Et là, on a eu, je vous parle d'une histoire qui a commencé en 2009, et là, ça a été la guerre. Ça a été une guerre. Parce qu'en fait, les mecs, grosso modo, ils veulent pas qu'on fasse du bio-halal. Ils veulent pas. Alors, techniquement, on peut pas aller devant un tribunal en disant je veux pas parce que. Donc les mecs, en fait, ils nous sortent un truc. Ils nous disent, l'article 15 du règlement 834/2007, qui est en fait, comme peut-être certains parmi vous savent, le règlement qui encadre les protocoles biologiques, dit que on n'a pas le droit, que même si c'est parfaitement bio, même si c'est parfaitement chimiquement sans aucun problème, s'il n'y a aucun problème de traçabilité, si vous ne pouvez pas justifier du fait que, enfin, si vous faites subir une souffrance de plus à l'animal que ce que vous auriez pu, une toute souffrance inutile compromet le caractère biologique. Et les mecs, ils vous disent que l'électronarcose, l'absence d'électronarcose est en fait une souffrance inutile. Bon. On est rentré dans un débat de ouf. On s'est balancé des études vétérinaires. Enfin, je veux dire, je suis devenu un expert en taux d'hormones au moment de la sacrification. Les mecs, je fais... Non mais tu sais, mais j'ai eu des conversations avec des mecs, je fais, mais lui, il a pas souffert, regardez. Lui, il était content. Tu sais, lui, il était content de partir, il voulait se suicider peut-être. On a eu des conversations surréalistes avec les gens. Mais du délire, les mecs, et les mecs, ils te font... Alors, j'ai eu des réflexions du genre, oui, mais le bœuf de Kobe, il a droit à des massages et de la bière. Je fais, mais attends... Je fais, mais vous êtes sérieux Et vous me dites ça alors que vous avez mis votre mère en maison de retraite, c'est ça? Et c'est parti en vanne, mais du quartier. Et ça a été du délire. Cette histoire de combat, ça a été du délire. Et en fait, comment ça s'est passé? Pour vous dire la vraie vérité. En fait, cette bagarre, on l'avait perdue. Parce qu'en fait, on s'est battu avec des mecs qui, en réalité, on n'avait rien à faire de nos justifications vétérinaires, de trucs, parce qu'on avait des cartouches de ouf. En réalité, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons raison, en réalité. D'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, ils ont fini par céder. Mais on avait raison.
Et les mecs, je reçois un coup de fil, je reçois des emails, bien entendu, mais fait monsieur, le halal est incompatible avec le bio. Bon, d'accord, très bien. On se bagarre, très bien. Ok, bismillah. La bagarre. Et les mecs, il y a un moment, je reçois un mail final, on dit c'est mort. Et là, vous savez, c'est ce moment où tu as envie de pleurer dans ta vie parce que tu te dis c'est mort, mais c'est pas juste. Vous voyez ce truc-là, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est mort, mais c'est pas juste. Et là, je me souviens, mon père, vous savez, mon père qui était un noir. Mon père est noir. Très calme comme monsieur, très... Et là, mon père, il tape du poing sur lui. Il fait, c'est pas possible. Je fais, papa, ça va. Papa, j'ai fait toutes les conneries du monde. Je t'ai jamais énervé. Et pourquoi là Et là, j'ai compris qu'en fait, il se passait un truc. Et en fait, là, on a eu... Et là, c'est pareil. Là, ça me rappelle un peu la douane, l'histoire d'il y a 10 piges, la douane. Là, intervention... Là, il y a un fax qui est venu d'en haut. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui est pas, de tout en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, tu te dis, là, vous vous souvenez, parce qu'en fait, tout ça est travaillé. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que EcoCert ne voulait pas aller en Algérie? À ce moment-là, j'ai connu un mec, un Algérien, un Chaoui. C'est important. C'est important pour la suite de la démonstration. Et là, je me suis rendu compte que au sommet de la mécanique de certification, il y avait un Chaoui. Et en fait, le mec qui aujourd'hui, lui, était un grand juriste à Londres, était un mec très sérieux, j'arrive et je lui explique le truc. Je lui fais, et voilà, il y a ces cartouches-là. Ça. Et ça, c'est pas normal que ça marche pas. Le mec, je lui donne le dossier, il me fait 15 jours. Et au bout de 3 semaines, je reçois un email qui fait « Oh ben finalement, on s'était trompé, on n'avait pas lu la ligne là-temps, vous avez le droit de faire du bio halal. » Et là, tu te dis, mais tu comprends comment les choses marchent. Tu comprends que finalement, en réalité, tous les mecs qui mettent des millions dans du lobbying, en réalité, ils ont raison. C'est pas du mytho, ça marche. Et donc, on fait comme ça, on obtient le droit, et les mecs avec qui on travaille, depuis, Astaghfirullah Rabbil Azim, Astaghfirullah, ils me prennent pour Zeus. Parce que tous les mecs avec qui, moi je me souviens, les mecs, on bosse avec Bigard. Bigard, les mecs, ils font 50 000 têtes de bétail par jour. Le mec chez Bigard, il me dit, mais monsieur, vous n'y arriverez pas. Et là, au moment où on reçoit le truc, le mec, il m'appelle, il me fait, dites donc, monsieur Kelly, vous avez le bras long? Je fais, non. J'ai dit, ouais. Et alors, moi, je me fais ma blague interne, je fais, ouais, j'ai des relations, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Alors qu'en fait, j'étais à poil, je connaissais pas. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était. Rabbi Aouna, quoi, vraiment, on était, je sais pas si quand vous voyez ces films où vous voyez le mec et le chevalier là qui est avec 10 mecs en face et il a l'épée cassée et le mec il est mort, il saigne de partout et il gagne quand même. En même temps c'est un Algérien, c'est normal. Pardonnez-moi, je ne peux pas faire autrement, je suis désolé. Donc, là franchement, alhamdoulilah. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en réalité, les mecs de l'OABA, ils étaient certains qu'on n'aurait jamais le droit. Ils étaient certains qu'on n'aurait jamais le droit. Donc en fait, ils ne nous ont pas vu venir. Et depuis ce jour-là, depuis 2009, non, cette affaire-là, c'était 2011, parce qu'on a commencé à se battre en 2009, mais depuis qu'on a eu le droit en 2011, depuis 2011, on est en justice avec eux. Depuis 2011, c'est monté jusqu'au Conseil d'État, c'est redescendu, et là, on repart vers le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on est repassé au tribunal administratif. On a gagné le 20 janvier dernier, là. Vous allez voir les articles dans la presse. Les mecs font appel. Donc, on va en cassation. On va retourner après devant le Conseil d'État. Et les mecs, ils savent très très bien que jusqu'au Conseil d'État, on va regagner. Parce qu'en fait, on a gagné une fois. Donc, je ne vois pas comment le Conseil d'État ne va pas se dédire. Et les mecs, ils veulent l'emmener au Conseil de l'Europe. Ah ouais, ils veulent emmener ça à l'Europe. Donc c'est la guerre. Il faut que je m'arrête? C'est bon là? Mais tu m'avais dit... Ok. Donc le halal, le bio halal, le bio halal, l'intérêt du bio halal, c'est pas de faire du halal. Moi, j'ai envie de dire, si moi je veux manger halal, c'est mon problème. L'intérêt du bio halal, fondamental, il est républicain en réalité. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire, les gars,
Tu veux du halal? Je te donne du halal. C'est-à-dire que c'est la liberté de faire ce qu'on veut avec son argent. C'est la liberté, en fait, de chacun de consommer ce qu'il veut. Et c'est ça qui est important pour moi. Moi, j'ai eu la chance de représenter la France au G20 2 fois. Une fois à Moscou, une fois à Sydney. Et, enfin, de représenter, en tout cas, d'être dans la délégation des entrepreneurs français pour le G20 à Moscou et à Sydney. Bon. Et à Moscou, j'ai fait une intervention sur ça, où j'ai expliqué ça. Devant un parterre d'entrepreneurs du monde. Et en fait, j'ai eu un entrepreneur américain qui m'a dit un truc que j'oublierai jamais de toute ma vie. Le mec, quand je lui explique, je lui dis en France, ils veulent pas qu'on fasse du bio halal. Le mec, il me regarde. Je me souviens, vous savez, une espèce d'américain, tu sais, gros avec un chapeau, rouget, genre Texas. Le mec, il me fait comme ça, il me fait Are you serious? Comme ça. C'est genre limite, Are you talking to me? Tu sais, comme ça, il me fait. Les mecs, ils veulent pas que tu fasses du bio halal. Comme ça, mais c'était sérieux. Enfin, je veux dire, le mec, il pensait que je me foutais de sa gueule. Et le mec, il me fait une réflexion, il me fait écoute, Hadj, est-ce que tu fais, est-ce que c'est légal? Je fais ouais. Est-ce que c'est dans les règlements? Ouais. Il me fait mais moi, en Amérique, il me dit comme ça, le mec, il était presque choqué, il me dit mais moi en Amérique, un mec qui veut une entrecôte en forme de Dark Vador, avec des petits cœurs, et que je lui serve en bikini, s'il veut bien me payer l'entrecôte $200 000, je le fais. C'est-à-dire, c'est une question de prix. C'est-à-dire que le mec, il y a un truc qui est légal. Un truc qui est légal. Tu veux un truc particulier? Est-ce que la question, c'est pas... La question pour lui, c'est est-ce que tu peux payer la particularité? C'est tout. Est-ce que tu as le droit de demander l'entrecôte de Dark Vador en porte-jartel? Ça, c'est pas son problème. C'est parce que Dark Vador, il a jamais enlevé son voile. Tu veux le voir en porte-jartel? Je m'en fous, je te le dessine, je m'en fous. Mais c'était ça ce qu'il me disait. Et il me disait, mais c'est du délire. Et du coup, effectivement, il me dit, le mec, il m'a fait une réflexion de gamin. De gamin, où le mec, il me dit, putain, c'est bizarre quand même. Parce que quand c'est pas légal, vous n'avez pas le droit de le faire. Et quand c'est légal, on fait chier. Putain, c'est quand même relou quand même. Et le mec, il était comme ça. Et ouais. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. L'enjeu, il est républicain. L'enjeu, en réalité, c'est pas... Le halal n'est qu'une... C'est dur à dire, mais c'est qu'un vecteur, en réalité. Derrière, l'enjeu, c'est les libertés de chacun à faire ce qu'ils veulent. C'est la garantie des lois constitutionnelles qui constituent. Je vous rappelle que normalement, on a le droit de faire ce qu'on veut. Normalement. Tu vois? Alors, dans deux choses l'une, les mecs, ils vous disent, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, mais dans ces cas-là, dites-le nous. Dites-le nous. On n'a pas le droit d'être musulman, on n'a pas le droit de faire un truc, dites-le nous. Et nous, on s'organise. Hein. Enfin, je veux dire, laissez-nous quelques années. Laissez-nous quelques années, on s'organise. Mais si on a le droit, pourquoi on ne peut pas? Et c'est ça, en fait, le cœur du truc. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé au cœur d'un combat médiatico-politique et tout ça. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'on est un peu tout seul. Mais voilà. Tout ça, je vous raconte pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des gens après derrière qui vont vous parler de la dimension plus spirituelle. Il y a des gens qui vont vous parler de la dimension plus diététique, qui sont des dimensions absolument juste fondamentales et cruciales. Mais c'est des aspects sur lesquels j'ai beaucoup moins de compétences. Donc, je vais laisser les frères et les sœurs vous abreuver de ce savoir-là dans ça. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes histoires. Ça fait quand même 50 minutes. Je vous demande pardon. Je suis à votre disposition pour des questions. Je suis ravi de faire partie de la même communauté d'action et de résistance que vous. Nous avons un pays à sauver. Le drame, c'est que... je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Le drame de la France, c'est que je crois qu'il lui reste plus que nous. Alors, tu sais, ça fait un peu... vous savez, Cela dit, il y en a quand même 2-3 parmi vous qui ont l'air d'avoir des belles gauches, donc... on peut gagner. Allez, excusez-moi. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Alors moi, j'aimerais pas trop de questions parce qu'il faut que je me barre. Non, je rigole. Vous deux, quand même, Non, mais non. des thèmes qu'il n'y a pas abordés que vous auriez voulu aborder? Non, mais là, il faut... Parce qu'en fait, moi, j'étais censé passer à 11h. Salam alaikum. Welcome salam, cher sœur. Du coup, merci beaucoup pour cette intervention. En fait, ma question, c'était comment ça se passe dans les autres pays? Vu que tu as un peu voyagé, est-ce que... Sur quel problème? Sur quel sujet? Sur la question du halal et de la consommation de la viande halal dans les communautés musulmanes des autres pays. Alors, effectivement, j'ai voyagé.
effectivement, j'ai été partout pareil, mais en réalité, il y a peu de pays où j'ai vraiment testé l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, de dehors, tout le monde te dira tout va bien. Le problème, c'est quand tu essaies vraiment de faire les trucs. Te dire, est-ce que j'ai essayé d'exporter les États-Unis et tout ça, je ne sais pas. Mais le ressenti que j'ai, rigoureusement, le ressenti que j'ai, c'est que les problèmes qu'on a aujourd'hui en France, on ne les aurait pas ailleurs. Le ressenti que j'ai. Attention, les problèmes. L'idée qui consiste à dire qu'on va interroger ce que tu vas faire avec ton argent, ta capacité, parce que qu'on te dise, ouais, voilà, tu ne respectes pas les normes sanitaires, vétérinaires, ça c'est absolument normal. Je suis moi-même défenseur de ces normes qui nous protègent. Mais que quand on est dans les normes, les mecs te disent, ouais, que ça chipote encore, ça a l'air d'être une spécificité, effectivement, assez française. Ouais. Wallahu alam. C'est-à-dire que, attention, mais une fois de plus, je ne serais pas étonné que si, par exemple, si j'allais exporter à droite ou à gauche, je retrouverais des trucs comme ça. Mais je te parle d'un ressenti, parce que c'est important, si tu veux, c'est des sujets qui sont hyper compliqués. Et il faut être bienveillant. C'est-à-dire qu'il faut, tu vois, il ne faut pas projeter la malveillance sur les autres, il ne faut pas... En réalité, je te jure que, quel que soit le pays, et c'est ça qu'en fait que je veux que vous entendiez et qui est hyper important, c'est qu'en réalité, ce truc de viande bio halal, le plus important, c'est qu'on y est arrivé. Et en tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on nous retire le droit, pour l'instant, aujourd'hui, on l'a. Et on y est arrivé pourquoi ? Pas parce qu'on est plus fort et qu'on a battu tout le monde et que les mecs ont peur de nous. Non, non. On y est arrivé parce qu'il y a des mecs dans le système qui sont bienveillants et qui croient en la justice et qui croient dans le haqq. Et la vérité, c'est qu'il faut les identifier, qu'il faut s'appuyer sur eux. Il y a des gens, il y a une bienveillance. Et à nous de construire et de bâtir sur elle. Ouais, comme salam, Akhi. Alors, toi qui es un spécialiste des causes perdues, que penses-tu de la faisabilité d'établir un label halal en France ou d'un point de vue international ? Vraiment halal. Mais qu'est-ce que tu veux dire par halal ? Ça veut dire halal qui serait halal et bio ? Bah, pour moi, c'est... Pour toi, c'est évident, c'est consubstantiel. Voilà. Mais halal, d'un point de vue AVS, Shahada, ouais. Parce que là, on voit que des marques ou des certificateurs écrivent halal sur des choses qui ne le sont pas vraiment. Ouais. Comment être sûr que tous les produits où c'est marqué... Alors, je vais te dire un truc. Moi, ma conception à moi, tu sais qu'au moment, dans la période noire, là, où on pensait que c'était mort, on y a pensé, bien évidemment. Mais honnêtement, je pense que c'est une défaite. Pourquoi ? C'est pas ça. Non, mais c'est une défaite de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à mon avis, et ça c'est un avis personnel, tu me le demandes, je te réponds de frère à frère, à mon avis, mon boulot à moi, c'est de savoir comment on peut partager les choses. Et pas comment on peut s'isoler sur nos labels à nous. Moi, je pense que ce qui fait une nation, dans sa pluralité, c'est sa pluralité, c'est sa diversité, mais c'est ce qui fait que les gens peuvent vivre ensemble, différents, sans renoncer à leurs différences, en assumant leurs différences, mais en contribuant au bien commun. L'équation, elle est là en réalité. Et je ne dis pas qu'on va réussir. Je ne dis pas que... Peut-être qu'on finira par faire ça. Hein. Peut-être qu'on finira par faire ça. Mais avant d'avoir fait ça, je vais tenter de ne pas échouer. Je vais tenter de ne pas échouer. Je vais tenter de le faire, parce que c'est ça qui est important. Je vais essayer, parce que ce qui est important, tu vois, aujourd'hui, la France, en réalité, ma vision à moi, la France, elle n'est pas mauvaise. Alors attention, c'est ambitieux de dire ça, parce que dans un pays où tu as quasiment une personne sur deux qui vote Marine Le Pen, enfin, qui dit je vote Marine Le Pen, c'est ambitieux. Avec tout le bagage qu'ils ont, avec toute leur logique de dédiabolisation, de dire dans un pays où en fait que des mecs, que des théories comme ça se soient banalisées, de dire qu'en fait les gens ne sont pas mauvais, c'est ambitieux en réalité. Mais moi j'en suis absolument certain. Moi je ne pense pas que les Français sont mauvais. Honnêtement, je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont terrorisés. Et je pense que notre action à nous, notre action efficace, citoyenne, parce que je vous ai dit un truc tout à l'heure qui vous a fait vachement rigoler, mais c'est la vérité. Hein. On a, nous, en tant que musulmans, on a
un rôle majeur dans le sauvetage de la France. Majeur. En termes de capacité à rassurer, en termes de capacité à dire « Ouais, je suis musulman. Ouais, bien sûr, pour moi, Allah, c'est mon cœur et tout ça, très bien. Mais la France, c'est mon pays. Et je me bats pour la France. » Et personne aujourd'hui n'a aucune leçon à vous donner en termes de patriotisme. Moi, mes grands-pères, ils ont toutes les médailles. À un moment où les Français, statistiquement, ils baissaient le pantalon devant Vichy, nous, on était au front. Donc personne aujourd'hui peut vous donner de leçons. Ce pays, on l'aime plus que les autres. Et le jour où tu comprendras ça, et le jour où le jour où moi j'ai compris ça, que j'ai compris qu'en fait, en réalité, c'est vrai parce qu'on a du mal à assumer ça, on a du mal à se dire, ouais, non, mais bon, les Français, bon, ils vont gérer leur pays. Non, c'est le nôtre. Et ne pas renoncer à ce pays, ne pas renoncer à son sauvetage. C'est ça, l'amour. Ne pas renoncer à ce qu'il mute et qu'il grandisse vers quelque chose où finalement on aura une place plus grande, où finalement on pourra. Moi, je discutais avec un de mes oncles qui me disait, tu sais, Hadj, effectivement, dans tout ce que tu dis, tu as raison. Mais quand tu prends un peu de recul, Hadj, en réalité, depuis 50 ans, la situation, elle a extraordinairement progressé. Extraordinairement. Regarde aujourd'hui les légions d'avocats, les docteurs, les gens qui ont des doctorats, les gens qui ont des grandes entreprises, les gens qui ont des cerveaux, les entrepreneurs, Regarde. Tu sais, moi, mon grand-père, on nous l'a ramené je n'ose même pas te dire comment. Donc moi, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que c'est à nous de ne pas refuser les défis qui sont les nôtres. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais je dis qu'avec bienveillance, il faut dire, écoutez les gars, nous, il y a un truc sur lequel on est d'accord, on ne renoncera jamais à ce qui est important pour nous. Mais je vous rappelle que même votre constitution nous garantit ce droit. Donc maintenant, une fois qu'on a ce droit, ok, battons-nous pour ce bien commun qu'est la France. Battons-nous avec bienveillance, avec efficacité ou pas. Après, si on rentre dans cette logique-là, qu'on fait le boulot et qu'on échoue, c'est un autre problème. Mais moi, en toute honnêteté, moi qui observe le truc du fond, qui observe le truc avec amour, avec compassion, moi, je n'ai pas l'impression que collectivement, on ait vraiment fait le boulot. J'ai pas vraiment l'impression qu'on est déjà tenté. Tentons, si on échoue, après on verra. C'est ça. Est-ce que je t'ai répondu? Et si on échoue, on fera notre label, effectivement, à nous, qui pour moi serait une défaite, parce que ça voudrait dire que le truc d'avant, on n'a pas réussi. Mais, tu sais, moi je suis un mec très fin. J'ai un petit côté Frank Underwood. Hein, il y a des défaites qui me vont très bien. Et on sait que les musulmans sont les plus grands consommateurs De viande? De viande et de tout. De beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais et donc, du coup, je me pose la question si c'est pas plus le business qui vous a lancé dans le bio halal que l'éthique. Ah ouais, c'est tout à fait pertinent. Mais c'est pour animer un petit peu le débat, non, mais quoi. t'as raison. Non, mais moi, je m'en cache pas. Et ça, d'ailleurs, je vous remercie de me poser la question, parce qu'en fait, ça me permet de mettre le doigt sur quelque chose en fait, dont je n'ai pas parlé. Bon, tu noteras tout à l'heure que j'ai dit que j'étais le pire des égoïstes et que j'assume ça. Non, mais j'assume ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, ma tournure d'esprit, comprenez bien, je suis dans une transparence totale. Mon objectif à moi, effectivement, c'est de faire du business. Maintenant, quel est le cadre? En réalité, l'humanité, elle est confrontée à une équation qui est juste sans précédent. On n'avait jamais vu avant. Nous tous humains là, pour manger, pour s'habiller, pour se transporter, pour construire, pour habiter, on a besoin de capter de la valeur. 95% de cette valeur, elle est captée sur le capital terrestre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité, depuis qu'elle existe, elle est en réalité factuellement et arithmétiquement dans une condition de parasite. Tu veux ou tu veux pas, on est des parasites. C'est comme ça, c'est un leg, on a des logiciels, on a des fonctionnements, on est des parasites. On pille les mines, on pille les océans, on tue tout, on fait. Et quand je dis collectivement, et je pense qu'il n'y a pas de gens meilleurs que d'autres. Il n'y a pas de gens meilleurs que d'autres, c'est-à-dire que c'est l'humanité qui est comme ça. Il y en a pas, c'est pas les Américains, les capitalistes, c'est pas vrai, tout le monde est comme ça. Regarde, toi tu dis ça, mais tu dis aussi que finalement, tu disais sur le ton de la blague, ouais mais nous les Arabes, c'est nous qui mangeons le plus de viande. Ça veut dire que c'est nous qui abattons le plus de bêtes.
Donc quand tu réfléchis le truc globalement, c'est pas une responsabilité d'une partie des gens, c'est une responsabilité de l'humanité tout entière. Bon, ça il faut l'entendre. On est tous des parasites. Donc en fait, l'équation dans laquelle on est aujourd'hui, qui ne s'est pas posée avant, parce qu'en fait, en réalité, il y a 1000 ans, on avait le droit d'être un parasite, parce qu'en fait, tu pouvais couper tous les arbres que tu voulais, ils leur poussaient 10 fois plus. Aujourd'hui, on est à un moment où il va falloir qu'on rentre dans une logique de fabrication de richesse. Sinon, il va falloir qu'on renonce à l'humanité. Et tu le veux ou tu le veux pas, la seule chose aujourd'hui qui va te permettre de créer de la richesse, c'est les entreprises. Donc la vraie question, pour moi, écologique, et de manière contre toute attente, de manière complètement contre-intuitive, la seule chose qui sauvera aujourd'hui, qui a une chance de sauver l'humanité, c'est les entreprises. Si elles arrivent à faire la démonstration qu'on peut fabriquer de la valeur éthique, de la valeur nette, c'est-à-dire fabriquer plus de valeur à un endroit A que ce que tu détruis à un endroit B. Et moi, c'est pour ça que je le fais. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis en train dans un exercice symbolique qui consiste à dire, les gars, avec Bionour, on va fabriquer de la valeur, parce que l'enjeu, il est là, mais on va fabriquer plus de valeur que ce qu'on détruit. Et on va montrer, on va exhiber intellectuellement un exemple à tous les gens qui diront « Hé les gars, c'est pas possible », si c'est possible. Comment on fait? D'abord, chez nous, on a monté une boîte depuis 15 ans, il n'y a pas un centime de riba. Ça suppose des sacrifices de dingue, pas un centime de riba. On plante des dizaines de milliers d'arbres. On innove. C'est-à-dire que tous les produits qu'on fait sont innovants. On vient de mettre toutes nos économies dans une boisson à base d'huile essentielle. Développement d'une boisson à base d'huile essentielle. Et par-dessus tout, on éduque. Parce qu'en fait, la création de valeur, elle est surtout qualitative. Alors, si un jour j'ai l'occasion de m'en mettre plein les fouilles, franchement, j'ai aucun scrupule avec ça. L'objection qu'on peut me poser, c'est effectivement, est-ce que ton truc, il est éthique? Ça, c'est vrai. Est-ce que tu crées plus de valeur que tu n'en détruis? Ça, c'est vrai. Et c'est ça ma vraie question. Et j'ai envie de dire, au lieu d'avoir des discussions stériles, je ne parle pas avec toi, cette affaire-là, pas une seconde, mais au lieu d'avoir des discussions stériles de syndicalistes avec des gens qui nous disent « Oh, vous avez embauché ceci, cela, vous êtes des... » Non, la vraie discussion, c'est « Hadj, il est où ton actif, il est où ton passif? Qu'est-ce que tu as produit, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu as détruit ?» Et c'est ça la vraie question. Si je ne suis pas bon à ça, si je ne sais pas le faire, d'abord j'ai l'air d'un con, mais si moi je ne sais pas le faire, ça veut dire qu'on est dans une énorme bouse. Ça veut dire qu'on est dans une énorme bouse parce que ça veut dire que l'équation, elle n'est peut-être pas soluble. Et si elle n'est pas soluble, ça veut dire qu'on est juste mort, qu'on est condamné. Parce que, à la vitesse où se posent les problématiques, à la vitesse où interviennent les enjeux, si on n'est pas capable de résoudre cette équation, on est tous morts. C'est pas la peine de faire des enfants. Et l'enjeu, il est là. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, tout le monde est dans... On parle avec des gens qui sont des gens, effectivement... Moi, aujourd'hui, pour moi, être de gauche, c'est pas être aujourd'hui dans un syndicat à la CGT. Être de gauche, c'est vouloir sauver le monde. Tout le monde. Et de produire des outils intellectuels qui soient à la hauteur du défi. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, c'est un autre problème. Et d'ailleurs, moi, je vous en reparlerai à une autre occasion, j'ai muté. Depuis 2 ans, je fais beaucoup moins Bionour. Depuis 2 ans, j'ai monté une autre boîte. Qui est à mon avis la quintessence du sauvetage de l'humanité. Mais ça, j'en parlerai à une autre occasion parce que j'ai pas le temps. Mais grosso modo, j'ai investi toutes mes billes dans l'intelligence artificielle. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui sauvera le monde, c'est les très très hautes technologies. Parce qu'en fait, moi, ce que moi j'ai fait, mon bilan, il est positif. Hein. Je le montre tout le temps, mon bilan, il est positif. Le problème, c'est que ce que j'ai en bas, c'est pas grand-chose. Donc ma deuxième problématique, ça a été de dire, voilà, là où j'ai fait plus 5, la question, c'est comment je fais plus 5000. Parce que si je fais plus 5, et qu'aujourd'hui, on peut considérer que dans une communauté, il y a 1% d'entrepreneurs, en réalité, si tous les mecs qui peuvent faire plus 5 le font, et c'est déjà bien, en réalité, on ne sauve pas le monde. La question, c'est comment tout le monde fait plus 5000. Non, je lui réponds, parce qu'en plus, elle avait l'air costaud, hein, enfin, la Toulousaine. Là. Elle avait l'air, Dieu, paf, direct du gauche. Hein. Je voulais faire le lien avec l'éthique, en fait, et le lien avec les autres interventions, et le fait de manger de la viande. Ouais. Voilà. Idéalement, je suis d'accord sur le fait de manger bio, halal, c'est ouais. bien. Mais je pense que la nutritionniste, elle va peut-être nous dire alors, que manger moins de viande
Alors, un truc qu'on fait éthique. Il y a un truc qu'on fait éthique, nous. Je vais te donner un exemple. Un exemple. Est-ce que tu connais... Ouais, je me barre après. Ok, d'accord. Est-ce que tu connais un mec qui, sur ses emballages, dit « N'achetez pas ce produit ». Est-ce que tu en connais un? Est-ce que tu as un exemple à exhiber? Bah, il y en a un qui te regarde dans les yeux, là. Ouais. Non, il y a marqué « Mangez moins ». Mangez moins, mangez sain. Ah, manger moins, manger sain. Ouais. Ah non. Ah, si. Non mais attends. Non mais là ça devient rigoureux. Non mais c'est sérieux. C'est-à-dire que en fait, quand tu dis aux gens, alors je vais te le poser autrement. Est-ce que tu connais des gens, parce que nous on l'a fait l'étude, hein, tu vas perdre ton temps, mais je te pose quand même la question formellement. Est-ce que tu connais des gens sur un produit qui disent mangez-en moins? Ah, je suis pas au courant. J'ai pas vu ça. Et pourtant je les connais bien. Ils disent ça. Ils disent bougez plus, mangez moins. Non, mais mangez moins en général. Nous, on dit mangez moins du produit, là, en question. Sur leur produit à eux. Mais non, mais c'est... Là, on est dans le scepticisme communautaire. Ouais, mais là, nous, on a fait l'étude et je peux te défier. Vous en parlerez. Ouais. Les gars, c'était super sympa de vous avoir. Et c'est toi avec qui j'avais rendez-vous? J'avais rendez-vous avec toi? C'est Moïse? C'est Moïse? Eh Moïse, je voudrais qu'on applaudisse Moïse qui m'attend depuis 1 heure.